Alors, le bloc auriculo-ventriculaire du troisième degré, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une dissociation entre les oreillettes et les ventricules. Alors, vous voyez ici que la fréquence ventriculaire est très basse, de l'ordre ici de 30 par minute, et que la fréquence des oreillettes, c'est-à-dire celle des ondes P, est normale. Donc, il y a une dissociation entre l'activité auriculaire, qui est représentée par la fréquence auriculaire ici, qui est normale, et l'activité ventriculaire, qui est basse, qui est lente, qui est une bradycardie ventriculaire. Donc, il y a une dissociation entre les deux, et c'est le bloc auriculo-ventriculaire complet. Alors, maintenant, on va voir les troubles de la conduction intraventriculaire. D'abord, selon la description et la définition, c'est un élargissement des complexes QRS. Les complexes QRS vont s'élargir supérieurs à 120 millisecondes. La durée normale doit être inférieure à 120 millisecondes. Alors, il y a le bloc dans la branche droite du faisceau de His, c'est le bloc de branche droite qui peut être complet ou incomplet. Alors, pour vous faciliter la tâche, vous, en tant qu'étudiant en médecine, pour faire le diagnostic de bloc de branche droit complet, il faut d'abord regarder bien un élargissement de QRS, de la durée de QRS supérieure ici à 0,12 secondes. Et regardez aussi cet aspect en V1, qui est un aspect ici petit r, petit s et grand R prime et grand R prime. Donc, il y a ici un bloc de branche droit complet. Et en V5, V6, il se traduit par des ondes S profondes. Alors, je répète, le bloc de branche droit donc complet se voit ici par un aspect soit R exclusif en V1, soit petit r, petit s, grand R', avec une onde T négative, des ondes S profondes en V5, V6 et un élargissement de QRS supérieur à 0,12 secondes. On peut voir quelquefois, là il y a un aspect S1, S2, S3, on peut voir quelquefois un axe à droite de QRS. Et on voit ici, l'axe ici est indéterminé. On voit ici, par exemple, un aspect QR en VR, qui n'est pas normal, avec une montée négative. Je vous ai dit la dernière fois qu'en AVR, toutes les ondes devaient être négatives. Maintenant, le bloc de branche gauche du faisceau de His, le bloc de branche gauche complet du faisceau de His se voit sur l'électrocardiogramme par un aspect comme ça empâté de la branche descendante de QRS en D1, D2, V5, V6. Regardez que D1 se ressemble beaucoup à V5, V6. L'axe est à gauche, l'antée négative en D1, D2, et la durée de QRS est supérieure à 0,12 secondes. Alors en V1, on a un aspect petit r, grand S, avec donc une durée de QRS supérieure à 0,12 secondes. Et en V5, V6, vous avez un élargissement donc, de QRS qui est donc très important. Alors, les extrasystoles ventriculaires. Les extrasystoles ventriculaires sont très importantes à connaître. Alors, comme définition, ce sont des dépolarisations anticipées. Notez le mot anticipé et ectopique d'une partie ou de la totalité du cœur, suivi le plus souvent d'une pause. Suivi le plus souvent d'une pause, c'est ce qu'on appelle le repos compensateur. Alors, je donc reviens sur la définition.
ce sont des dépolarisations anticipées, et ectopiques, c'est-à-dire survenant en dehors de l'endroit normal, d'une partie ou de la totalité du cœur, suivie le plus souvent d'une pause. Quelquefois, il y a une pause. Une pause qu'on appelle pause compensatrice ou bien repos compensateur. Alors, il y a 3 types d'extrasystole selon le point de départ. L'extrasystole auriculaire, c'est une onde P' prématurée. On l'appelle l'onde P'. Pourquoi P' et non pas P? Parce que c'est une onde qui ne provient pas du sinus. Elle est extrasinusale. Donc, elle est ectopique. Donc, on va l'appeler onde P'. Elle est prématurée par rapport au complexe d'origine sinusale. Par rapport à l'onde P normale, elle est en principe prématurée. Donc, ça, c'est important. Alors, l'extrasystole jonctionnel. Alors, l'extrasystole jonctionnel, c'est un complexe QRS, pas une onde P, c'est un complexe QRS prématuré par rapport au complexe QRS d'origine sinusale normale, de morphologie le plus souvent identique au complexe normal, sans onde P' devant. Il n'y a pas d'onde P'. Il ne faut pas qu'il y ait une onde P' qui va donner ce complexe prématuré. Donc, c'est un complexe prématuré isolé. Il vient avant le complexe d'origine sinusale, qui est le plus souvent identique au complexe normal. Alors, l'extrasystole ventriculaire, maintenant, c'est aussi un complexe QRS prématuré. C'est la même chose. Par rapport au QRS d'origine sinusale, de morphologie ici, le plus souvent large. La morphologie ici, elle est très souvent, pas toujours, mais très souvent, elle est large. Excitation asynchrone des 2 ventricules. Pourquoi elle est large? Parce que les 2 ventricules ne vont pas s'exciter de façon synchrone. Elle est asynchrone. C'est pour ça que ça donne donc un complexe large. Alors, regardez donc très bien, vous avez une onde P avant QRS, une onde P avant QRS, une onde P avant QRS. Pour le moment, ici, c'est bon, ça marche bien. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Ah, il y a quelque chose ici qui n'est pas normal. Ben, c'est une onde P', elle ressemble à l'onde P. Mais elle est prématurée. Elle est survenue ici. On attend l'onde P' un peu plus loin. Or, il y a une onde P' qui ne provient pas du sinus et qui va entraîner un QRS. Normal. Ce QRS est normal, il est comme celui-là, mais il est entraîné par une onde P'. Il n'est pas entraîné par une onde P qui provient du sinus. Donc, c'est une extrasystole. Comme c'est une onde P', on l'appellera extrasystole auriculaire. Et regardez, mes chers étudiants, qu'il y a un repos compensateur après. Il y a un repos compensateur. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une onde P ici, ça ne vient pas. Il y a un repos compensateur. Très bien. Maintenant, les extrasystoles ventriculaires. Alors, voilà une extrasystole ventriculaire. Il n'y a pas d'onde P avant, du tout. Il n'y a aucune onde P, ni P'. Donc, elle survient seule. Elle est large. Vous voyez qu'elle est large par rapport au complexe QRS et elle est prématurée. Regardez, en principe, on attend le QRS ici. Pardon. Le QRS, on l'attend ici. Si on fait cette distance, donc le QRS, on l'attend ici. Donc, avant que le QRS ne survienne, eh bien, il y a une onde, une extrasystole ventriculaire qui survient. La fibrillation auriculaire.
la fibrillation. C'est une désorganisation complète. C'est une désorganisation complète de l'activité électrique des oreillettes. C'est une désorganisation complète de l'activité électrique des oreillettes. Complète. Donc, c'est complètement désorganisé. Et là, évidemment, ça va donner quoi? Ben, ça va donner une activité anarchique des oreillettes, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir d'onde P. Donc, désorganisation de la ligne de base de l'électrocardiogramme avec perte de l'onde P, remplacée par des ondes F. Alors, mes chers étudiants, regardez très bien les ondes F de fibrillation auriculaire, c'est ce qu'on appelle l'activité fibrillatoire. C'est ce qu'on appelle une activité fibrillatoire. Onde F de fibrillation auriculaire. Alors, l'électrocardiogramme le voit. Alors, suivez-moi très bien. Là, nous sommes donc au niveau des précordiales, des dérivations précordiales. V1, V2, V3. V1 et V2 s'appellent précordiales antérieures. V3, précordiales septales. Regardez bien, la première chose qu'on remarque, c'est quoi? Le rythme est irrégulier. Le rythme est tout à fait irrégulier. Le rythme n'est pas régulier. Les QRS sont fins, les QRS sont normaux, mais le rythme n'est pas régulier. Vous voyez très bien que le rythme est irrégulier. La deuxième chose importante, c'est qu'il n'y a pas d'onde P. Cherchez bien l'onde P, vous ne trouvez pas. Vous allez me dire c'est ça, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas des ondes P, ça. Parce que d'abord, elles n'ont pas la morphologie de l'onde P, et deuxièmement, elles ne se ressemblent pas, elles sont anarchiques. Il y a une qui est positive, une qui est négative, une qui est de faible amplitude, et puis il y a une fréquence très élevée, regardez. C'est 600 par minute de fréquence. Donc, il y a une activité très rapide au niveau des oreillettes, très, très rapide, fibrillatoire. Et cette activité fibrillatoire donne des ondes F. En mes chers étudiants, ça, c'est des ondes petit f. Donc, vous voyez ici. Ce n'est pas des ondes P. Et tout ça, ça va donner quoi? Une activité fibrillatoire des oreillettes. Ça va donner donc un rythme irrégulier ventriculaire. Et ça va donner quelquefois une tachycardie qu'on appellera tachyarythmie. Qu'on appellera tachyarythmie par fibrillation auriculaire. On appellera ça tachyarythmie par fibrillation auriculaire. Ici, il n'y a pas de tachyarythmie, il n'y a qu'une arythmie, mais quand il y a une tachycardie, on appelle ça tachyarythmie. Il faut ralentir le rythme parce que le malade peut faire une insuffisance cardiaque. Le danger ici, il faut anticoaguler. Il faut anticoaguler, donner des anticoagulants. Alors, les conséquences, on va voir pourquoi donner des anticoagulants, on va le voir, parce qu'un risque d'accident vasculaire cérébral, on va le voir. Alors, les conséquences, il y a une baisse du débit cardiaque, il y a une inadaptation de la fréquence ventriculaire à l'effort. Le malade donc, ne peut pas faire d'effort parce qu'il ne peut pas s'adapter à l'effort. Il y a une aggravation d'une cardiopathie ventriculaire sous-jacente. Il y a un risque de formation d'un thrombus dans l'oreillette gauche. Et quand il y a formation de thrombus dans l'oreillette gauche, donc il y a un risque d'accident vasculaire cérébral. Il y a un risque d'accident vasculaire cérébral et même un risque d'embolie périphérique. Alors, je répète, les conséquences, c'est la baisse du débit cardiaque, parce qu'il y a une inadaptation de la fréquence ventriculaire à l'effort. Il y a une aggravation de la cardiopathie ventriculaire sous-jacente. Il y a un risque de formation donc d'un thrombus dans l'oreillette gauche.
Pourquoi il y a formation d'un thrombus? Parce que les oreillettes ne se contractent pas. L'oreillette ne peut pas se contracter parce qu'elle fibrile. Elle tremble. Et le sang va se coaguler à l'intérieur des oreillettes et donner ainsi un accident vasculaire cérébral, une embolie périphérique. Alors, le traitement. Le traitement est très difficile. Il faut tenter donc de régulariser l'oreillette. Pour régulariser l'oreillette, vous avez donc la cardioversion médicale, les antiarythmiques, cardioversion électrique, choc électrique externe. La cardioversion médicale, ce sont les médicaments, ce sont les antiarythmiques. Donc, on va réduire le rythme, on va transformer l'activité fibrillatoire des oreillettes en une activité normale. Et là, évidemment, c'est ce qu'on appelle le choc électrique et le choc médical, cardioversion médicale. La cardioversion maintenant électrique, c'est un choc électrique externe où on fait un véritable choc électrique. Et là, ce sont d'autres indications. Quand, par exemple, la cardioversion médicale ne marche pas, quand c'est très urgent de rétablir un rythme parce que le malade est en insuffisance cardiaque, etc., et qu'il faut absolument rétablir le rythme en urgence, on utilise la cardioversion. Maintenant, si la fibrillation auriculaire est ancienne, s'il y a échec, évidemment, de la cardioversion électrique, médicale, on va donner un traitement antiarythmique uniquement pour diminuer la fréquence ventriculaire par les antiarythmiques. Et il faut donner des anticoagulants. En plus donc des antiarythmiques, il faut donner des anticoagulants. Alors, les autres tachycardies d'origine atriale, on a le flutter auriculaire et les tachycardies atriales. Alors, voilà un flutter auriculaire. Alors, regardez bien, ce ne sont plus des ondes F anarchiques, mais ce sont des ondes F, grand F, qu'on appelle grand F, on ne les appelle plus petit F, grand F. Regardez en dents de scie. Elles sont bien structurées, mais elles sont en dents de scie. On va les compter ensemble. Nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous avons 5 ondes F, grand F, pour 1 QFS. Alors, on divise 300 par 5 et on a 60 battements par minute. On divise donc 300 par le nombre d'ondes F en F et on aura donc 60 par minute et c'est la fréquence donc ventriculaire. Ça, c'est le flutter auriculaire. Le danger du flutter auriculaire, c'est qu'il peut se transformer en flutter 1-1. 1-1, ça veut dire qu'on divise 300 par 1, ça veut dire que le ventricule va battre à 300 par minute. Et si le ventricule bat à 300 par minute, eh bien, il va s'arrêter de battre et c'est l'arrêt cardiaque. Les tachycardies jonctionnelles. Alors, les tachycardies jonctionnelles, c'est un court-circuit qui utilise un faisceau accessoire. Le plus souvent, ce faisceau accessoire va donner un court-circuit. Et l'influx va tourner et va s'auto-entretenir. Il va auto-entretenir une tachycardie. Alors, soit dans la jonction auriculo-ventriculaire, tachycardie par réentrée intranodale. Donc, dans la jonction auriculo-ventriculaire, il y a ce qu'on appelle la tachycardie par réentrée intranodale. Donc, il y a une réentrée intranodale qui se crée. Ça, c'est au niveau de la micro-réentrée, c'est-à-dire que le circuit
est à l'état microscopique entre les cellules. Et ce circuit peut être, par contre, un circuit de macro-réentrée. De macro-réentrée, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau de Kundt, un véritable faisceau entre les oreillettes et les ventricules, c'est le faisceau de Kundt. Et là, il va y avoir une macro-réentrée, c'est-à-dire que le court-circuit, ça va être une macro, c'est-à-dire c'est plus à l'étage cellulaire, mais à l'étage macroscopique. Alors, je vous explique. Voilà un faisceau accessoire, c'est celui-là. Là où vous voyez la flèche. Alors, l'excitation, le NAV, c'est le nœud auriculoventriculaire. L'excitation se fait au niveau du nœud auriculoventriculaire. L'influx va emprunter le tronc du faisceau de His. Il va trouver la voie accessoire sortie de la période réfractaire. Il va l'emprunter en rétrograde. Il va revenir au nœud auriculoventriculaire. Et nous allons avoir une macro-réentrée. Voilà la macro-réentrée. C'est ça la macro-réentrée. Ça tourne donc de façon macroscopique. Alors que la micro-réentrée, regardez bien ce qui se passe, c'est à l'échelle cellulaire. Il va y avoir un court-circuit ici, là, et puis ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Et c'est à l'étage cellulaire, c'est plus à l'étage macroscopique. Ça, c'est une réentrée nodale, donc micro-réentrée, et ça, c'est une macro-réentrée. La macro-réentrée, c'est l'exemple type, c'est le syndrome de Wolff-Parkinson-White ou bien la préexcitation. Alors, les tachycardies maintenant ventriculaires. La tachycardie ventriculaire, c'est une tachycardie qui est née en dessous de la bifurcation du faisceau de His, en dessous. C'est une tachycardie à QRS large. Alors, vous voyez ici, c'est une tachycardie à QRS large. Elle est à 150 par minute. Vous voyez, 150 par minute. Et là, c'est une tachycardie très importante. Elle est grave parce que le malade risque de mourir. Surtout s'il y a une cardiopathie associée. Le pronostic est bon si la tachycardie ventriculaire se fait sur cœur sain. Alors, la tachycardie est grave parce qu'il y a un risque de décès. Et le problème ici, c'est que quand il y a une cardiopathie associée, c'est-à-dire une cardiomyopathie, bien un infarctus du myocarde, ben le pronostic n'est pas bon. Le pronostic peut être bon si c'est des tachycardies ventriculaires qui surviennent sur cœur sain. Mais les plus fréquentes sont les tachycardies ventriculaires qui surviennent sur un cœur malade. Alors, quand vous avez une tachycardie ventriculaire, il faut faire un choc électrique externe tout de suite. Ou bien, il faut employer des antiarythmiques, comme la myodarone, par exemple. On peut utiliser des méthodes invasives comme l'ablation, ça, ce n'est pas de votre niveau, ou bien un défibrillateur implantable. Mettre un défibrillateur comme un pacemaker qui va décharger lorsqu'il y a une tachycardie ventriculaire. Il va décharger un influx nerveux et il va faire un microchoc en intérieur du cœur pour arrêter la tachycardie. Donc, de très rares cas, et c'est surtout avant, on employait la chirurgie. Alors, la fibrillation ventriculaire, mes chers étudiants, c'est très grave. C'est une contraction anarchique des ventricules qui perd toute efficacité hémodynamique. Et ça entraîne la mort du patient, sauf si la défibrillation est rapide.
Voici un cas de fibrillation auriculaire. Regardez ici une onde PR en QRS. D'ailleurs, le PR est allongé. Il y a un bloc de bloc auriculaire du premier degré. Et que voyez-vous ici? Il y a une extrasystole ventriculaire. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Elle est précoce et survient sur une onde T. Là, le malade ne fait rien. Donc là, heureusement, il n'a rien fait. Il reprend toujours le bloc AV du premier degré. Et puis, regardez ici, l'extrasystole reprend. La même chose que celle-là. Exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'elle entraîne ici? Elle va entraîner une fibrillation ventriculaire. Voilà la fibrillation ventriculaire. Ce sont des oscillations anarchiques. Le cœur ici, c'est comme la fibrillation auriculaire, est arrêté, le cœur est arrêté, et il n'y a qu'une activité électrique anarchique. Là, il faut faire le massage cardiaque externe, intuber, ventiler le malade et faire un choc électrique externe rapidement. Là, le malade est en arrêt cardiaque. Ça peut être une torsade de pointe, de toute façon, c'est la même chose. C'est comme une torsade, regardez, comme une torsade. Ceux qui font donc du tricotage savent qu'est-ce que la torsade. Donc, c'est torsadé. Il y a donc des ondes positives, ensuite des ondes négatives, ensuite des ondes positives. Un aspect de torsade de pointe. On arrive à l'infarctus du myocarde. Alors, l'infarctus du myocarde, c'est l'occlusion d'une artère coronaire par l'athérosclérose. C'est ce qu'on appelle une nécrose ischémique d'une partie du myocarde. Alors, il y a plusieurs aspects électrocardiographiques. Alors, la nécrose ischémique se voit sur l'électrocardiogramme en fonction de l'artère coronaire atteinte, du niveau de l'occlusion sur cette artère coronaire et du délai de réalisation de l'électrocardiogramme. Alors, voilà quelques définitions. Alors, ischémie, c'est atteinte de l'onde T. Lésion, c'est atteinte du segment ST. Ischémie sous-épicardique, l'onde T est négative. Il faut apprendre ça par cœur pour l'examen. Ischémie sous-endocardique, l'onde T est positive. Lésion sous-épicardique, il y a un sous-décalage du segment ST. Lésion sous-endocardique, il y a un sous-décalage du segment ST. Lésion sous-épicardique, onde T négative. Ischémie sous-endocardique, onde T positive. Lésion sous-épicardique, sus-décalage de ST. Lésion sous-endocardique, sous-décalage du segment ST. Je répète que l'ischémie, c'est l'atteinte de l'onde T et que la lésion, c'est l'atteinte du segment ST. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? L'onde T est négative. L'onde T, c'est l'ischémie. Négative, est-ce que c'est une ischémie sous-épicardique ou est-ce que c'est une ischémie sous-endocardique? C'est une ischémie sous-épicardique. L'onde T est négative. Là se voit en antérieur, V1, V2, et septale, V3, V4, donc antéroseptale. Ischémie sous-épicardique, antéroseptale. On va voir quelles sont les couches. Regardez bien que ce sont des couches externes du myocarde qui sont touchées par l'ischémie. C'est pour ça que ça donne une onde T négative. On appelle ça donc ischémie sous-épicardique. Au contraire, si on avait une ischémie sous-endocardique, on n'aurait pas d'onde T négative. On aurait des ondes T positives, grandes et pointues. Alors voilà les territoires que vous devez apprendre par cœur. Le territoire inférieur, c'est D2, D3, VF. Le territoire antérieur, c'est de V1 à V4, V5.
Le territoire latéral, c'est D1, AVL, V5, V6. Le territoire basal, c'est V7, V8, V9. Il faut apprendre par cœur ces territoires. Par cœur. Bien. Alors, le sus-décalage du segment ST. On parle de sus-décalage du segment ST, on l'a vu la dernière fois, au niveau du point J, dans au moins deux dérivations contiguës. Deux dérivations en même temps, contiguës, qui se suivent ou adjacentes. Supérieur à 0 ou égal, supérieur ou égal à 0,2 millivolts chez l'homme et supérieur ou égal à 0,15 millivolts chez la femme, en V2, V3. Ou bien supérieur ou égal à 0,1 millivolts dans les autres dérivations. Donc, ceci est vraiment très important à connaître. Alors, voilà l'onde de Pardet. C'est le signe le plus précoce. C'est la lésion sous-épicardique, sus-décalage du segment ST qui englobe l'onde T. C'est l'onde de Pardet. Voilà une onde de Pardet. Elle traduit quoi? Elle traduit l'oblitération d'une coronaire. Elle traduit l'oblitération artérielle aiguë d'une coronaire. Regardez le point J est sus-décalé. Le segment ST est sus-décalé et il y a une ischémie sous-endocardique. Il y a donc une lésion sous-endocardique qui est le sus-décalage du segment ST plus une ischémie sous-endocardique et l'ensemble va donner l'onde de Pardet. L'image en miroir se fait dans les dérivations opposées, c'est-à-dire en AVL, ici en AVR. En AVL, nous avons donc ici donc une onde, un sous-décalage du segment ST, une onde T négative parce que c'est l'opposé de ça. Donc c'est pour ça qu'on dit signe en miroir, c'est tout à fait l'opposé de l'inférieur qu'on a donc en latéral. Voilà une onde de Pardet. Donc, quand vous avez une onde de Pardet, vous allez faire le cours sur le syndrome coronarien aigu et on va vous dire qu'il faut absolument ouvrir l'artère. Il faut ouvrir l'artère, soit par un traitement thrombolytique, c'est-à-dire un médicament qui va ouvrir l'artère, soit par l'angioplastie, c'est-à-dire qu'on va introduire un ballon qu'on va gonfler et on va ouvrir l'artère. Alors, je répète encore une fois que l'onde de Pardet correspond à une occlusion coronarienne aiguë. Il n'y a plus de sang qui passe dans l'artère coronaire. Et cliniquement, c'est un syndrome coronarien aigu avec surélévation du segment ST. Donc, on dit SCA, ou syndrome coronarien aigu, ST+. ST+ veut dire surélévation du segment ST, c'est-à-dire onde de Pardet, c'est-à-dire lésion sous-épicardique associée à une ischémie sous-endocardique importante. L'onde Q, voilà une onde Q. Un aspect QS. En D3 ici, et un aspect QS en AVF. Et vous voyez donc très bien que ici, l'onde Q de nécrose est supérieure à 0,04 secondes. Et elle est supérieure, donc, quelquefois, à l'onde R qui lui fait suite. Ici, l'apparition d'une onde Q se fait à peu près 24 heures à peu près après, donc généralement entre 6 heures, à partir de 6 heures, 8 heures, l'onde Q apparaît, et quand l'onde Q de nécrose apparaît, le myocarde est nécrosé, et ouvrir l'artère ne sert pas quelquefois à grand-chose. On peut l'ouvrir, quelquefois la contractilité reprend un petit peu, pas entièrement, parce que dans l'infarctus du myocarde, dans le syndrome coronarien aigu,
la contractilité ne reprend pas toujours. Ne reprend pas toujours. Et même, il y a toujours une nécrose. Hein. La nécrose existe. Et quand on ouvre l'artère, on n'empêche pas la nécrose de se faire, mais on diminue la taille de la nécrose. C'est tout. C'est-à-dire, on empêche la dysfonction du ventricule. Voilà une ischémie sous-épicardique, en T négatif, en D2, D3, VF, donc en postéro inférieur. Voici une onde nécrose, regardez comme elle est profonde, et elle est supérieure, donc la définition de l'onde nécrose, c'est une onde supérieure à 0,04 secondes, dont l'amplitude est supérieure au tiers du QRS qui lui fait suite. Alors, nous avons terminé. Si vous voulez, je reviens dans un petit moment pour les questions. Vous voulez qu'on fasse une séance la prochaine fois des questions? Alors, il nous reste l'électropathologique. Pour l'électropathologique, on peut faire une autre séance. On se donne rendez-vous dans 10 minutes. Hein, dans 10 minutes. On reprend dans 10 minutes pour les questions et on va voir pour la prochaine session quand est-ce qu'on a fait. OK, à tout de suite.